Bien, dans cette seconde partie, donc, nous avons fait le choix d'avoir des éclairages par quatre intervenants sur la thématique de l'emploi des jeunes. L'emploi des jeunes et quelle formation derrière pour favoriser tout ce qu'on a dit, puisque les jeunes qui sont ici pour la plupart, ont déjà pris une option d'engagement sur des formations agricoles, donc ils ne seront pas tous agriculteurs, mais vont évoluer dans le milieu de l'agriculture, ou des agricultures, pourront-on dire plutôt. Donc, nous avons fait le choix donc, de parler maintenant de cet emploi, avec un premier thème sur l'emploi des jeunes, mais avec la vision nationale, j'allais dire franco-française. Et nous avons demandé à M. André Legrand, qui est vice-président de l'Observatoire national de l'enseignement agricole, de nous éclairer sur ce qu'était aujourd'hui l'enseignement agricole et les métiers qui répondent à cette problématique. Monsieur Legrand, je vous donne la parole, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord vous demander de bien vouloir excuser Henri Nallet. C'est lui qui devrait être ici à ma place, mais il est retenu cet après-midi par une réunion que le ministre organise dans le cadre de la préparation de la loi d'avenir. Et par conséquent, il n'a pas pu être des nôtres. Il le regrette beaucoup et il m'a demandé donc d'intervenir à sa place, ce que je fais très volontiers. D'autant plus volontiers que moi, je ne suis pas originaire de l'enseignement agricole. Je viens même de la maison d'en face, puisque j'étais universitaire et que j'ai été recteur d'académie et directeur au ministère de l'Éducation nationale, mais que, comme tous ceux qui ont eu à un moment donné à être en relation avec l'enseignement agricole, je dois dire effectivement que j'ai trouvé au système français et à son organisation qui a fait de cet enseignement une part spécifique du dispositif éducatif et qui lui a fait une place à côté si j'ose dire, la maison majoritaire, un intérêt et une importance considérables. On sait les caractéristiques de cet enseignement agricole. Elles sont d'ailleurs très largement mises en évidence par tous les sites qui ont l'occasion de le présenter, quel que soit l'organisme en question. Et tous insistent à la fois sur la combinaison originale qu'il représente d'un enseignement professionnel avec une culture et des compétences scientifiques et techniques du plus haut niveau, insiste aussi sur sa caractéristique essentielle qui est son ancrage profond sur des territoires, sur la variété des parcours professionnels auxquels il donne lieu, et j'y reviendrai dans un instant, et aussi bien entendu sur l'importance des liens qu'il a avec les attentes générales de la société. Jean Salmon soulignait tout à l'heure à la fois l'importance de l'enseignement agricole pour la résolution du problème de la faim dans le monde, mais aussi l'importance de l'agriculture dans le cadre effectivement de l'avenir général de notre planète. Et sur tous ces points, on est au cœur d'un certain nombre de débats qui sont en cours à l'heure actuelle au ministère de l'Agriculture et qui ont une importance fondamentale. À ce titre, d'ailleurs, l'organisme que je représente ici, l'ONEA, s'est lancé depuis 2 ans dans une réflexion sur le problème de la relation entre la formation au métier de l'agriculture, entendu au sens large, et le devenir effectivement de cette activité. Et son rapport devrait sortir dans les tout prochains mois et pouvoir être effectivement mis à la disposition de tous. Alors, le thème qui m'est imparti, c'est donc une rapide présentation d'un certain nombre de données, qui sont d'ailleurs des données très largement connues, sur les relations entre l'enseignement et la formation agricole et l'emploi,
sachant que l'une des caractéristiques aussi de la formation agricole, c'est sa diversité, hein, puisque elle se passe entre autres dans des établissements qui ont le mérite de mêler des formes de scolarisation très diverses, la voie scolaire traditionnelle, mais aussi l'apprentissage ou la formation continue, qui donne effectivement aux établissements de l'enseignement agricole une figure et des caractéristiques tout à fait particulières. Alors une première donnée qui est une donnée extrêmement importante, c'est que il y a un lien très étroit entre le niveau de formation et l'emploi, et en particulier entre l'obtention d'un diplôme et les capacités d'emploi. Tous les chiffres de toutes les enquêtes démontrent que le taux de chômage est plus important, nettement, pour les jeunes qui sont sans diplôme ni qualification par rapport à ce qu'il peut être pour les jeunes ayant des diplômes, et ça, même au niveau le moins élevé de la hiérarchie des diplômes, puisque si je prends par exemple les CAP et les BEP, le taux de chômage 3 ans après la fin des études dépasse 40% pour ceux qui n'ont pas de diplôme, alors qu'il est inférieur à 25% pour ceux qui en ont un. Donc je crois que sur ce point, c'est une première donnée qui est une donnée extrêmement importante. Et d'ailleurs, cette donnée s'accélère, puisqu'on a pu constater aussi que, toujours dans les 3 ans qui suivent la fin des études, le taux de chômage a augmenté dans les 10 dernières années de façon très sensible pour les jeunes sans diplôme et sans qualification par rapport à ceux qui en ont un. Donc ça, c'est la première donnée sur laquelle il est important d'insister. Deuxième donnée, un chiffre global pour fixer les idées. Il est sorti de l'enseignement agricole un peu moins de 50 000 élèves titulaires d'un diplôme en 2009. On est autour de 48 000 à peu près. Sur ces presque 50 000 élèves diplômés, on en trouve la moitié à peu près qui poursuivent des études, les autres ayant été candidats à une entrée dans la vie active. Alors, ceux qui poursuivent des études, pour l'essentiel, ce sont les titulaires du baccalauréat technologique et les titulaires des CAPA ou des BEPA. En revanche, ceux qui rentrent plus majoritairement dans la vie professionnelle, ce sont plutôt les titulaires d'un diplôme de niveau 4, donc un bac pro ou un BT, et les titulaires du BTSA, où il y a effectivement là une recherche d'entrée dans la vie active qui est plus importante. Et ce qu'on peut globalement constater, c'est que à peu près 90% de ceux qui sortent avec un diplôme, donc de l'enseignement agricole, trouvent un emploi dans les 3 ou 4 ans qui suivent effectivement leur sortie du lycée, avec des taux qui dépassent 90% pour les titulaires du BTS ou les titulaires du bac pro, qui sont un peu moindres pour les titulaires des CAP ou des BEP. Grosso modo, quand on regarde les grands secteurs qui sont les secteurs de formation, on s'aperçoit qu'on a des taux qui sont des taux un peu différenciés, mais finalement pas trop sur l'ensemble des élèves. On a pour les titulaires d'un CAP ou d'un BEP une
concentrer donc un taux net d'emploi important dans le secteur essentiellement de la production, c'est-à-dire tout ce qui recouvre les productions agricoles, horticoles, aquacoles, activités hippiques, viticulture, équipements pour l'agriculture, élevage, etc. Donc, on s'aperçoit que dans ce secteur, les aspects effectivement d'emploi sont relativement intéressants, en sachant que dans ce domaine aussi, on a des sorties qui sont des sorties intéressantes avec un certain nombre de CDI. En gros, il y a à peu près un tiers des élèves qui trouvent dans des délais relativement rapides un emploi en CDI et une petite moitié en CDD. Donc, sachant aussi que le secteur de la production est celui dans lequel on trouve le plus grand nombre de sortants qui se déclarent travailleurs indépendants, c'est-à-dire finalement qui ont créé ou ont repris une exploitation. Donc, c'est le secteur effectivement qui est le secteur relativement porteur, mais on voit aussi que le taux d'emploi est loin d'être négligeable dans les autres secteurs. Il est légèrement plus faible dans le secteur des commerces et des services, hein, c'est-à-dire tout ce qui est service aux personnes, aux territoires, aux entreprises, commerce ou distribution. Il est en revanche sur les autres secteurs relativement intéressants. Donc, je crois que la conclusion globale que l'on peut apporter, c'est l'idée qu'il y a à la sortie de l'enseignement agricole des espoirs tout à fait significatifs et réels d'insertion sociale et professionnelle, qui constitue d'ailleurs une des missions essentielles de l'enseignement agricole. Et dans un rapport que nous avions présenté à l'ONEA, dans le cadre effectivement de la préparation de la loi d'avenir à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, nous portions un jugement extrêmement global et extrêmement satisfaisant à la lumière des constatations que l'on peut faire dans le cadre des différentes enquêtes d'insertion qu'on a fait, et nous avions dit il y a dans l'enseignement agricole beaucoup de facteurs effectivement d'espoir. Il s'y trouve un recrutement social ouvert, il s'y trouve un taux de réussite élevé, il s'y trouve des possibilités de poursuite d'études variées, il s'y trouve une insertion professionnelle qui est tout à fait honorable dans le contexte de crise dans lequel nous vivons. Et je crois que sur ce point, effectivement, le jugement d'ensemble que l'on peut porter est un jugement résolument optimiste. Merci beaucoup. Bien, merci Monsieur Legrand. Donc je vous proposerai de faire les interventions les unes derrière les autres et en fonction du temps disponible de prendre un temps pour les questions qui viendraient de la salle après. Donc maintenant je passe la parole à Monsieur Guyot, s'il vous plaît. Merci. Je ne vais pas présenter les choses tout à fait de la même façon puisqu'on parle de l'emploi des jeunes et de la formation. Je vais d'abord me présenter. En ce qui me concerne, moi j'ai comme formation Bac plus 50. Donc c'est comme cela qu'il faut concevoir la formation. Ça ne dénigre pas la formation de base. Et mon espoir, c'est de faire Bac plus 80 demain, puisque je continue à lire et me former aujourd'hui. Donc la formation, c'est continuel dans toute la vie. Deuxième chose, si par le passé, quoique ça ne peut être jamais arrivé, on pouvait rentrer dans une profession à 18, 15, 16, 20 ans ou plus et rester jusqu'à la retraite avec le même métier, c'était assez courant. Aujourd'hui,
même les jeunes agriculteurs, même les agriculteurs, même d'autres professions. Si ce n'est de changement de profession ou à l'intérieur même de la profession, nous aurons toujours besoin de nous adapter et de changer de comportement par rapport à tout cela. Alors, l'emploi, puisqu'on m'a posé la question, l'emploi des jeunes, question universelle, oui, c'est une question universelle et il suffit aujourd'hui simplement de regarder tous les journaux et la comparaison des économies, en particulier occidentales, parce que souvent on n'a pas d'éléments dans les pays en développement pour voir, c'est à savoir si on a 25, 30, 40, 50% de taux de chômage chez les jeunes. Et c'est une préoccupation. Pourquoi? Ce n'est pas simplement parce qu'ils n'ont pas de travail, ce qui est important, mais c'est parce que ça a une incidence sur toute la vie, la leur, mais aussi tout le comportement extérieur. Parce que l'emploi, ça n'est pas que simplement je me forme, je trouve un emploi, je travaille, je gagne de l'argent pour vivre. C'est aussi tout un aspect d'équilibre de la société et qui demande déjà le premier effort, me semble-t-il, de l'ensemble de la société, celui de la solidarité. Alors, je prends simplement l'exemple des jeunes agriculteurs. Dans beaucoup de cas, sur le territoire français ou ailleurs, si les agriculteurs qui sont en place, ne veulent pas être un peu solidaires pour laisser la place à des jeunes agriculteurs pour s'installer, eh bien, c'est une difficulté supplémentaire. Si ceux qui sont en place n'acceptent pas de partager le matériel, l'investissement et le travail en commun, c'est aussi un handicap supplémentaire. Je ne parle que pour ce secteur-là. Et puis, nous avons bien sûr dans tous les emplois cet aspect de solidarité qui reste un élément essentiel. Deuxième chose, c'est que l'emploi, c'est aussi un facteur d'insertion dans la société, bien sûr en termes familial, valorisation, considération. Et là, pour donner un exemple, puisqu'il faut faire quand même court, mais bien souvent dans les pays en développement, pour lesquels j'ai quand même des relations un peu particulières compte tenu de la FAO, on dit qu'il faut que les jeunes agriculteurs ou futurs agriculteurs restent dans les villages pour éviter la concentration dans les villes et travailler sur place. Alors ça, c'est le décret. C'est facile à dire. Mais si dans le même temps, on dit ah oui, mais vous allez travailler, produire des produits alimentaires le moins cher possible et si vous n'êtes pas payé, c'est pas grave, vous aurez au moins les petits oiseaux pour vous consoler. Non. Chaque acte de travail, chaque emploi a sa valeur, a sa considération. Et si l'ensemble de la société ne considère pas les jeunes comme les moins jeunes, quel que soit leur métier, de le considérer économiquement, mais pas qu'économiquement, humainement. Et moi, souvent, dans les conférences que je fais concernant l'équilibre alimentaire et l'éradication de la faim, je termine toujours comme cela. Un des éléments essentiels pour éradiquer la faim, c'est de redonner fierté aux agriculteurs et revenus. Mais ça peut être vrai pour beaucoup d'autres métiers. Donc, cet aspect de considération et de valorisation est important. Troisième élément concernant l'emploi des jeunes, c'est celui aussi de la notion d'entreprise et d'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, trop souvent, les jeunes attendent d'avoir eu un premier échec d'emploi pour essayer de s'orienter vers quelque chose de créatif. On voit aujourd'hui une entreprise licencie 150 à 200 personnes et puis il y en a la moitié qui se mettent à faire auto-entrepreneur ou faire un métier. Et donc je crois que cette notion d'entrepreneurial n'est pas suffisamment développée dans nos écoles de formation. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit être entrepreneur, mais tout le monde doit avoir un esprit d'entreprise au sens où je travaille pour faire fructifier, pour gagner de l'argent pour moi, pour avoir une reconnaissance, mais pour faire fructifier un effort, un aspect collectif et solidaire. Et je crois que là-dessus, on a un travail important à faire. Quatrième point, et ce sera l'avant-dernier, c'est celui concernant l'organisation et l'ouverture de la société. C'est-à-dire que avoir un emploi, c'est être sociabilisé, si on peut dire, c'est d'être en lien avec d'autres, avec le travail, avec la création, et c'est un des éléments essentiels pour pouvoir avoir une vie qui, demain, permette de développer
sa propre famille à soi, mais aussi sa propre personne. Et c'est pourquoi je reviens sur l'aspect de solidarité, le partage du travail. À certains moments, il faut vraiment se poser cette question-là. L'emploi pour les jeunes n'arrivera pas comme ça spontanément. Je reprends l'exemple pour l'agriculture. Dans les années 70, lorsqu'il y a été mis en place des politiques agricoles pour l'installation, donc il y a eu tout l'aspect de formation, et à un moment donné, les pouvoirs publics, la profession, ont décidé des textes de loi qui permettent de donner priorité, par exemple, aux jeunes agriculteurs pour s'installer avec des terres, de donner une priorité aux prêts moins chers pour eux que pour les autres. Mais ça ne se fait pas simplement. Et si on laisse simplement faire l'économie et les marchés pour gérer ça, c'est pas sûr, enfin c'est pas sûr, c'est même sûr qu'on ne va pas y arriver. Donc je veux dire qu'il y a aussi tout cet aspect de développement. Et puis la dernière question, le dernier point que je veux évoquer là-dessus, puisque c'est le terme universel qui m'y fait surtout penser, c'est que c'est vrai que nous sommes passés dans un monde où la planète avait 2,5 milliards d'habitants en 1950, que nous sommes un peu plus de 7 milliards et que l'on estime que nous serons 9 milliards demain. Et donc, c'est une vraie question. Donc, quand on dit qu'on sera 9 milliards demain, ça veut dire qu'il y en aura au moins 2,5 milliards qui auront moins de 25 ans, quoi. Donc, l'emploi est un élément essentiel pour l'avenir de la planète, parce que l'on ne peut pas considérer d'avoir une proportion trop importante de gens inactifs ou non engagés dans le travail. C'est un vrai enjeu pour demain. D'autant plus que c'est sûr que quand on regarde notre pays, après la guerre, après le boom démographique chez nous, il y a eu l'industrie qui a pris beaucoup d'emplois et autres, mais demain, il y aura d'autres techniques et d'autres nécessités, sans doute, mais ça sera sans doute pas suffisant. Donc c'est un vrai débat pour l'avenir, sur lequel il nous faudra bien globalement être solidaires pour pouvoir développer cet aspect d'équilibre de la société. Puis dernière chose, je voudrais dire quand même que si l'emploi des jeunes par la formation reste quelque chose d'essentiel, comme je l'ai évoqué, par la solidarité, par l'ouverture, par la considération, par le revenu, par l'existence de la famille, ça veut dire que une société qui ne se préoccuperait pas de l'emploi de ces jeunes est une société qui, comme on dit, se tire une balle dans le pied, puisque ce sont quand même eux qui feront l'avenir de demain, et pas simplement pour payer les retraites. Je ne parle pas que de ça, mais quoique c'est un sujet hautement important aujourd'hui. Donc voilà ma contribution que je pourrais vous donner sur la question universelle au niveau de l'emploi des jeunes. Merci. Bien, merci Luc. Bon, c'est vrai qu'on connaissait les grandes valeurs et l'approche sur solidarité, humanité, etc. Donc, vous avez bien fait la preuve encore dans votre intervention. Je crois que c'est un message très fort que chacun d'entre nous peut partager. Je voudrais maintenant donner la parole à Aïcha Benslama. Alors, avant de lui donner la parole, peut-être dire que l'UNESCO a des relations particulières avec plusieurs associations qui interviennent. On voit Terre Éthique sur la diffusion du savoir sur les problèmes d'alimentation, mais on sait que alimentation égale agriculture et que agriculture, on dit tout de suite il faut faire de la formation pour permettre à des jeunes d'avoir des emplois, mais aussi permettre à des jeunes et à une population de se nourrir demain. Donc on a notamment des relations particulières avec un réseau international sur les formations agricoles et rurales qu'on dénomme le réseau FAR, F-A-R, donc qui est international. Et donc ce réseau est pour nous très intéressant parce que c'est un peu un prolongement des actions que nous faisons notamment à l'UNESCO ou que d'autres font aussi, je sais, au sein du ministère et d'entre autres organisations.
Donc ce réseau phare, nous avons souhaité que ce réseau puisse intervenir aujourd'hui pour dire justement comment ils interviennent auprès, parce qu'on peut rester sur le discours, hein, il faut créer de l'emploi des jeunes, il faut motiver les jeunes pour être persévérants, hein, pour être acteurs de leur devenir, etc. Mais ça c'est du discours, et on sait très bien que pour aller au-delà du discours, il faut convaincre des politiques et des gouvernements pour justement mettre en place des formations adaptées, revoir un petit peu nos pratiques, etc. Et c'est dans ce sens que le réseau phare œuvre, j'allais dire milite, mais œuvre très positivement depuis quelques années. Donc je donne la parole à Aïcha, si elle peut intervenir et nous expliquer comment le réseau phare intervient et où et pourquoi surtout. Merci bien, madame, et merci pour cette présentation qui est assez claire et elle résume un petit peu notre existence, en quelque sorte. Donc, permettez-moi de vous saluer tout d'abord et remercier l'UNESCO pour cette occasion qu'elle nous offre pour parler un petit peu de notre association Réseau Phare et de ses activités. Donc, le Réseau Phare a été connu sous le réseau international Formation agricole et rurale. Il a été créé suite à une rencontre, un atelier qui s'est passé à Ouagadougou au Burkina Faso, tenu en juin 2005 sur le thème « Formation de masse en milieu rural, éléments de réflexion pour la définition d'une politique nationale ». Cette association regroupe des institutions nationales, sous-régionales et régionales en charge des questions relatives à la formation agricole et rurale, à savoir les professionnels des différents dispositifs de formation agricole et rurale, des organisations paysannes et des organisations professionnelles agricoles, les ONG. L'association Réseau Phare compte aujourd'hui une quinzaine de pays membres de droit, dont la plupart se trouvent en Afrique, et des pays observateurs tels que le Cambodge et le Canada. L'association est dirigée par 2 organes que sont le bureau constitué de 3 membres et le secrétaire exécutif constitué de 3 personnes et des personnes ressources. Dans le cadre de ces activités, l'association Réseau international phare a réalisé des études, a contribué à des colloques, à des séminaires et a organisé des discussions et des formations autour de son thème principal, les dispositifs nationaux de formation agricole et rurale, avec une sous-thématique, l'organisation géographique du dispositif national, régional, international. La place des acteurs dans l'orientation et le fonctionnement des dispositifs nationaux, les compétences des acteurs pour jouer un rôle dans les dispositifs nationaux, le lien entre les politiques publiques et la formation agricole et rurale, le financement des dispositifs nationaux et l'économie de la formation, les types de formation initiale et continue, les voies de formation scolaire, apprentissage, alternance des différents sortants, de différentes sortes, les types d'agriculture, l'accompagnement et l'installation à l'insertion socio-professionnelle des jeunes formés, le périmètre thématique de la formation agricole et rurale, ce terme R qui n'est pas tellement bien défini. Le problématique de l'emploi des jeunes est une question universelle, comme l'ont bien dit et bien développé avec une rare éloquence les prédécesseurs. Elle l'est particulièrement dans l'ensemble des pays membres du réseau phare, d'autant que les statistiques démographiques des pays d'Afrique indiquent qu'un taux d'accroissement annuel dont la moyenne se situe autour de 3%. Ces populations comprennent plus de jeunes de tranche d'âge de 15 à 45 ans, 48% dont la plupart arrivent sur le marché du travail, soit sans qualification professionnelle, soit avec des profils professionnels qui sont en net décalage avec les besoins de compétences des entreprises dans la demande économique. Donc, de la demande économique.
La conséquence logique de cette situation est la remontée des taux de chômage et de sous-emploi dans nos pays. Le système éducatif apparaît ainsi comme un secteur stratégique dans la résolution de la question relative à l'emploi des jeunes. Il est à rappeler que le secteur agricole, dans l'ensemble des pays membres du réseau international phare, joue un rôle déterminant dans la restructuration des économies nationales. C'est aussi le secteur le plus grand pourvoyeur d'emplois pour les jeunes ruraux. Au Bénin, par exemple, près de 60% de la population active travaille dans les secteurs agricoles. Parmi cette population, près de 70% n'ont eu aucune scolarisation, avec en moyenne moins de 4,5 années d'école, c'est-à-dire à peine le niveau de la fin des cours primaires. Pour juguler le phénomène de la pauvreté ambiante et ses corollaires, que sont l'insécurité alimentaire et le chômage des jeunes, il importe de repenser le système éducatif dans un ensemble, en particulier de sous-secteurs, formation technique et professionnelle. Comment faire pour rapprocher dans chacun de nos pays membres les réseaux internationaux phares, les offres de la formation et la demande économique et sociale des populations, surtout dans le domaine de l'agriculture? Des réformes structurelles et organisationnelles, mais aussi de perception des métiers d'agriculteur s'avèrent indispensables. Ces réformes peuvent s'articuler autour des six leviers principaux, à savoir la reconnaissance sociale, professionnelle et administrative des métiers agricoles et connexes, toujours considérés comme de modes de vie, dès lors que les agriculteurs contribuent à la sécurité alimentaire et à la richesse d'un pays. Ils jouent un rôle fondamental dans l'employabilité des hommes et des femmes et dans l'exploitation des ressources naturelles. Considérer l'agriculture comme un métier et non un mode de vie est un défi majeur et global. Dès lors qu'on accorde le statut de métier d'agriculteur, il faut alors l'accompagner. C'est le deuxième défi, celui de l'insertion professionnelle que doivent relever les réformes concernant l'enseignement et la formation. La construction d'une vision collective d'avenir et d'une stratégie commune à tous les acteurs avec en pratique deux entrées ou logiques différentes selon les pays. Une entrée centralisée avec un ministère public qui impose à tous les acteurs l'ensemble des règles et des contenus de programmes de formation. Cette stratégie se caractérise par sa verticalité de haut en vers le bas, avec des textes s'appliquant à tous les acteurs. C'est la pratique dans la plupart de nos pays et qui accentue la question d'inadéquation de la formation à l'emploi. Une entrée territorialisée permettant d'impliquer tous les acteurs locaux, non seulement dans la construction de la vision, mais également dans la co-gestion et la co-animation des structures de formation, avec l'avantage de la prise en compte des spécificités locales et professionnelles. Cette stratégie se définit par une vision plus horizontale, avec comme poids central l'établissement dans son territoire, à la fois à l'écoute de son environnement et en interaction avec une stratégie nationale qui permet de fédérer les stratégies territoriales. La construction d'une offre de formation comme une véritable réponse à la demande sociale et économique des acteurs, cette offre doit viser les métiers porteurs de l'employabilité et de croissance économique. Les curricula qui en découlent ont un cœur de métier national et des adaptations locales spécifiques aux différents territoires. Le développement des démarches et d'outils d'organisation pédagogique innovants avec l'implication de professionnels et des familles dans la formation de futurs entrants et la professionnalisation de producteurs en activité. Un élément très important avec les systèmes d'apprentissage par alternance et l'intégration des savoirs et des savoir-faire endogènes. L'élargissement des champs de dispositifs de formation à la mission d'insertion socio-professionnelle des jeunes formés ou, à défaut, des passerelles avec les dispositifs en charge de l'insertion. Il ne sert à rien de former s'il n'y a pas de réflexion globale
sur l'accompagnement et l'insertion socio-professionnelle. C'est dans l'insertion qui s'assure le retour sur l'investissement et qui doit donc constituer l'une des missions de la formation agricole et rurale. Le développement des expertises complémentaires dans les aspects comme l'économie de la formation, la valorisation des acquis de l'expérience, la certification, l'éducation socio-culturelle et la citoyenneté. Le réseau international phare, déjà actif dans les réflexions et la mutualisation des expériences et pratiques entre pays membres sur les différents leviers, intervient également dans le développement de l'expertise dans ces champs de compétences. C'est pourquoi, dans cette stratégie, l'action de réseau international phare met un accent particulier dans la fonctionnalité au niveau des États membres à travers la mise en place des plateformes nationales qui doivent relayer cette démarche au niveau local auprès des décideurs politiques et financiers. Les plateformes nationales sont considérées donc comme le cadre approprié de réflexion, de dialogue et d'action entre les différents acteurs concernés à l'échelle d'un pays par les questions de formation, de l'insertion socio-professionnelle, des actifs au cours de l'emploi comme des jeunes sans emploi. Ces plateformes deviennent un moyen au service de la dynamique de rénovation et d'adaptation de dispositifs de formation agricole et rurale aux impératifs économiques à l'échelle du pays. Fidèlement à l'esprit des réseaux, les plateformes sont l'émanation des acteurs nationaux de leur vision spécifique dans le contexte local. Les réseaux accompagnent les plateformes au point de vue méthodologique et des moyens. À ce titre, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry, le Cameroun, Madagascar ont mis en place leurs plateformes nationales. D'autres pays sont à pied d'œuvre et on espère que d'ici la fin de l'année, tous les pays membres de l'association auront mis en place leurs plateformes nationales. Au niveau sous-régional et international, l'association, à travers sa participation à des ateliers de réflexion, défend la nécessité de placer la question de formation agricole et rurale au cœur des politiques agricoles et des stratégies de croissance et de la réduction de la pauvreté dans le cadre de l'atteinte des objectifs millénaires pour le développement. Et je vous remercie pour votre attention. Merci encore pour votre intervention, sachant que je sais qu'on vous a demandé un exercice un peu difficile puisque l'orateur prévu initialement a raté son avion, ça arrive. Donc, merci encore pour votre intervention. Donc, je voudrais maintenant donner la parole à mon chef, Boren, qui va parler un peu de l'action de l'UNESCO, en fait, puisque c'est aussi l'occasion de dire ce que nous faisons et expliquer les relations qui existent entre les différents acteurs présents ici et notre action au sein de l'UNESCO. Boren, s'il te plaît. Merci Brigitte. Tout d'abord, je voudrais souhaiter la bienvenue aux jeunes et à leurs enseignants. Je pense que c'est une très bonne occasion pour vous de découvrir l'UNESCO et ce que nous faisons. Bienvenue à nos partenaires, au réseau phare, à l'équipe Terre Éthique, à l'Agence française de développement, au ministère de l'Agriculture et à d'autres, et aux auteurs du concours Terre Éthique. Je vais essayer de faire simple pour que ça intéresse aussi les jeunes qui sont venus pour parler des livres. Et surtout de leur expliquer qu'est-ce que l'UNESCO fait et pourquoi c'est important que le monde dispose d'une organisation comme celle de l'UNESCO. Parce que parfois, les jeunes et les moins jeunes se disent « mais le système des Nations Unies, est-ce utile ?» C'est vrai qu'il y a parfois une image qui est donnée qui fait qu'on a une image d'une bureaucratie. Mais permettez-moi tout d'abord de vous dire que vous êtes dans une salle, dans la salle du Conseil exécutif de l'UNESCO, c'est-à-dire que l'instance qui dirige l'UNESCO. Et c'est ici que des décisions aussi importantes comme le patrimoine mondial de l'UNESCO ont été prises. C'est ici qu'il y a eu des débats sur
le patrimoine immatériel. C'est ici qu'il y a des débats sur la paix dans le monde. Et donc, l'UNESCO a un rôle important dans le développement durable et la paix dans le monde. Et c'est un aspect très important. Donc, nous abordons l'éducation, nous abordons les problèmes de la culture, les problèmes des sciences, mais avec un objectif global qui est le développement durable et la paix. Et je pense que ce sont deux valeurs très importantes pour notre organisation, mais également pour le monde. Donc, pour venir à notre domaine de débat d'aujourd'hui, l'enseignement technique et la formation professionnelle, nous essayons d'agir sur 3 volets. Le premier volet qui est comment améliorer les politiques de l'enseignement technique et la formation professionnelle dans les pays membres de l'UNESCO. C'est comment essayer de faire de telle sorte que les politiques qui sont développées sont en relation avec les besoins du marché du travail, avec les besoins des individus, et que des jeunes comme vous, dans des lycées agricoles, dans des lycées professionnels, bénéficient de formations de qualité, mais surtout de formations pertinentes. Celle qui permet un accès au marché du travail, c'est celle qui permet un accès à un emploi durable, un emploi décent et un emploi qui permet aussi un développement individuel. Donc, il y a un premier volet de notre action, c'est comment aider les pays dans le développement de leur politique d'enseignement technique et formation professionnelle. Nous le faisons dans beaucoup de pays de l'Asie à l'Amérique latine et c'est un travail que nous faisons au niveau national, mais parfois au niveau régional. Un deuxième aspect, c'est il y a tout un débat actuellement et ce qui a été dit par les auteurs tout à l'heure, par exemple par Jean-Louis Etienne, sur la production, la consommation et le recyclage. Quel type de compétences sont nécessaires pour vous et pour les jeunes d'aujourd'hui, mais également pour les adultes de demain, pour avancer, pour l'apprentissage tout au long de la vie, pour l'accès à l'emploi? Nous pensons qu'il y a bien sûr des compétences ou des savoirs qui sont importants. Il y a des savoir-faire qui sont importants. Il y a des savoir-être, ça veut dire comment se comporter, quelles sont les attitudes. Mais nous pensons également qu'il y a aussi le savoir-vivre ensemble. Et le savoir-vivre ensemble signifie que nous pouvons respecter l'un l'autre, mais aussi que nous pouvons respecter l'environnement, nous pouvons respecter l'environnement dans lequel nous agissons. Et nous pensons que ces 4 types de savoirs ou de compétences sont importantes pour les jeunes, mais également pour les adultes, pour vivre dans le monde du XXIe siècle. Donc, ce que nous essayons de faire, c'est de travailler avec les pays sur comment définir ces compétences, comment les évaluer, comment les mesurer. Et c'est un travail qui se fait au niveau tant national, mais également régional et international. La troisième fonction, le troisième volet de notre action, c'est autour de comment faire pour que les expériences qui sont réalisées par l'Argentine sont accessibles à la France, sont accessibles à la Thaïlande et la Chine. C'est comment faire partager les savoirs et les expériences des différents pays. Tout à l'heure, Jean-Luc Guyot disait que la question de l'emploi, c'est une question universelle. Oui, mais certains pays font mieux que d'autres. Et c'est important de savoir pourquoi certains pays font mieux que d'autres. Un aspect qui est très important et qui fait que certains pays font mieux que d'autres, c'est que certains pays ont su créer un lien étroit avec le monde du travail. C'est que la formation n'est pas isolée du monde du travail. C'est que c'est une formation qui est en relation étroite avec le monde du travail, soit par l'apprentissage, soit par le partenariat avec le monde du travail, avec les acteurs du monde du travail, soit par un effort considérable de ramener au niveau de l'école et au niveau des lycées, les problèmes et les compétences nécessaires pour accéder au monde du travail. Et ce qui fait que, c'est vrai, le problème du chômage est un problème universel, mais certains pays font mieux que d'autres. Et le rôle de l'UNESCO, c'est de mettre à disposition les expériences internationales, les faire partager et faire de telle sorte que les pays, en développant leur politique, puissent s'inspirer, puissent bénéficier de cette expertise internationale. Nous mettons également en œuvre certains programmes, et je voulais vous mentionner certains programmes qui me paraissent importants. Par exemple, nous avons un programme que nous appelons en français qui serait Espoir, qui s'appelle en anglais Hope. Et l'idée, c'est de... tout à l'heure, quelqu'un a parlé de la gestion de l'eau. C'est vrai que c'est un problème
important. C'est vrai que c'est une question de, et je ne suis pas spécialiste, mais c'est une question des réserves hydrauliques. Mais c'est aussi une question de gestion, c'est une question d'efficience, c'est une question d'efficacité de la gestion. Et bien, ce que nous sommes en train de faire, c'est de mettre ensemble des experts de différents pays pour développer des programmes destinés aux techniciens supérieurs, aux ouvriers qui travaillent sur la gestion de l'eau, y compris en utilisant les nouvelles technologies, ça veut dire que certains logiciels de gestion de l'eau. Donc l'idée, encore une fois, c'est tout d'abord d'aborder certaines problématiques qui sont confrontées et que beaucoup de pays sont confrontés, auxquels elles sont confrontées, mais aussi de chercher quelles sont les expertises qui existent, de les faire partager ensemble. Nous avons également un autre programme qui essaie de regarder la problématique de l'apprentissage non formel et informel. Vous êtes des lycéens, vous êtes dans des formations que nous appelons dans notre jargon formelles, ça veut dire que vous êtes dans des écoles, mais dans plusieurs pays, et tout à l'heure Madame en parlait, la formation agricole n'est pas faite dans des lycées, elle est faite sur le tas, elle est faite dans l'interaction parents et enfants, elle est faite dans l'interaction communautaire dans des communautés. Donc ce qui est important, c'est quel type de compétences sont transmises à travers cette interaction et comment rendre ces processus d'apprentissage plus efficaces et plus pertinents. Donc, nous mettons en place certains programmes qui aident à mieux comprendre ces dispositifs et puis à voir quelles sont les politiques et les stratégies qui peuvent encourager. Et un pays comme la France, qui a investi énormément dans la validation des acquis de l'expérience, qui a été un des pays les plus précurseurs dans le développement de ce type de dispositifs, sachez que dans d'autres pays, malheureusement, les personnes qui ont une expérience professionnelle ne peuvent pas les faire valoriser, ne peuvent pas les faire reconnaître. Et que vous pouvez travailler 30 ans et vous n'aurez pas une reconnaissance des compétences que vous avez acquises à travers l'expérience professionnelle. Donc, ce que nous essayons de faire, c'est de partager les expériences et quelles sont les politiques qui permettent aux individus de faire reconnaître leur expérience et de les faire valoriser. Et pour terminer, je voulais, parce que c'est aussi un aspect culturel, avec l'OCDE, nous avons travaillé dernièrement sur la validation des acquis de l'expérience. Dans un des villages du Mexique, une personne a su valider ses compétences et obtenir un certificat. C'est tout le village qui a célébré l'obtention du diplôme, parce que c'était la première personne du village qui a obtenu un diplôme professionnel. D'où l'importance que nous donnons à l'aspect formation, pas uniquement d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue social, mais aussi d'un point de vue sociétal. Parce que la formation professionnelle, c'est aussi un des facteurs qui, à notre sens, est le facteur le plus redistributif. C'est que les pauvres, en développant des compétences, peuvent accéder à des emplois plus décents, plus durables, et du coup, ils peuvent sortir de la pauvreté, ils peuvent ils peuvent aussi avoir une mobilité sociale. Je voudrais terminer par un dernier point, c'est qu'à l'UNESCO, nous sommes convaincus que nous ne pouvons avancer que par le partenariat. Et cette journée est une illustration de notre conviction, mais également de notre action. C'est un partenariat avec des associations comme Terre Éthique, c'est un partenariat avec des réseaux comme le réseau phare, c'est un partenariat avec d'autres organisations internationales et des organisations nationales, et nous pensons que ces partenariats sont très importants pour réussir et pour faire de la formation professionnelle une filière de choix, une filière de réussite, et non pas une filière d'échec. Merci pour votre attention. Bien, merci Boren. Moi, ce que je retiens du message, c'est que tout à l'heure, on a dit persévérer, et c'est aussi de temps en temps savoir apprécier notre environnement, la chance qu'on a en France de pouvoir aller à l'école, même si on râle tout le temps parce que c'est jamais la bonne école, c'est jamais les bons profs, c'est jamais ceci et cela. Mais je crois que c'est une chance qu'on a aussi, et il faut aussi regarder ce qui se passe ailleurs pour mieux comprendre cette chance et persévérer, comme a dit M. Feuillet tout à l'heure. Bon, je regarde ma montre, je pense qu'on a
5 à 10 minutes pour poser quelques questions. Alors j'aurais tendance à dire aux jeunes au lycée, tout à l'heure, j'ai cru comprendre que c'était les lycéennes qui posaient les questions. Je n'ai pas tellement entendu les lycéens. Seraient-ils muets? Alors c'est difficile, hein, c'est un peu dur. Mais y a-t-il des questions ou sinon d'autres personnes, si vous voulez des informations complémentaires ou rajouter des points à ce qui a été dit? On peut prendre 5 à 10 minutes si vous le souhaitez. Alors, vous êtes tous endormis? Non, personne. Mais s'il n'y a pas de questions, j'allais dire tant pis pour vous. Oui, monsieur. Vous appuyez ou... Oui. Bonjour, André Godard, Maison familiale rurale France, donc organisation familiale et professionnelle engagée sur la formation professionnelle des jeunes ruraux en France et dans partenariat avec 17 pays à l'heure actuelle, formellement, donc partenaire des réseaux phares, pour ce qui me concerne au Bénin, à Madagascar et au Cameroun. J'étais particulièrement touché par le discours de Luc Guyot. Bon, on a des origines communes et une conviction que l'investissement dans les jeunes est évidemment un investissement donc positif pour l'avenir des territoires, l'avenir de l'économie, l'avenir des sociétés. Je pense que nous avons un vécu où on peut témoigner encore de cette valeur ajoutée, notamment dans les pays qui n'avaient pas forcément les chances, on va dire, patrimoniales pour donner un avenir à tout le monde. Et en même temps, je suis très sensible dans la chance que j'ai de côtoyer les différents organismes privés ou publics dans le monde, de contacter, de voir à nos côtés l'UNESCO, et parfois avec un regret sur la formation professionnelle. Alors je vais vous exprimer ce regret et voir comment ensemble on pourrait y remédier. C'est qu'il me semble que quand nous parlons de formation professionnelle et d'emploi des jeunes, la première priorité, c'est de montrer que les métiers, l'engagement professionnel, bien avant le développement économique, a toujours été la base du développement des sociétés. Même la pêche, la chasse et la cueillette demandaient des savoir-faire peut-être répétitifs, mais aussi innovants, puisque déjà les climats changeaient. Je ne vais pas demander à Jean-Louis Etienne d'en témoigner. Nous n'en avons la perception que sur un siècle, et encore. Donc, comment l'UNESCO, peut-être à l'image de certaines initiatives qui peuvent être prises par d'autres organisations avec vous, comme Terroir et Culture, par exemple, pourrait nous aider, nous, société civile et administration des réseaux phares, à, dans chaque pays qui s'engage, à mettre en avant des activités de valorisation des métiers et des activités, notamment en milieu rural. Ces pays sont souvent très faibles en structure, je parle des chambres d'agriculture. Je crois que ça serait vraiment d'un intérêt collectif de soutenir de telles initiatives et je pense que les bailleurs seraient très sensibles, je pense au FIDA, ou à des bailleurs beaucoup moins importants ou lourds en termes de gestion. Et je crois que la FAO serait contente de s'y associer. Voilà pour mon témoignage. Et prêt tout de suite, demain matin, à engager des petites expérimentations. Merci. Bien, merci. Est-ce qu'il y a tout de suite une deuxième question? Sinon, oui. Oui, donc bonjour. Je suis élève en seconde en lycée agricole aussi, et j'aimerais savoir tout ce que vous nous avez dit, Monsieur Chakroun, vous nous avez présenté l'UNESCO et tout, quel impact ça avait sur nous, sur nos scolarités ou plus tard. En quoi ça nous concernait, quoi. Je propose de donner la parole tout de suite à Monsieur Chakroun parce que je pense qu'il peut aussi répondre donc à la première question. Tu peux. Je vais commencer par la dernière question et merci. Parce que je pense que ça doit être notre souci au quotidien. C'est
quel impact de notre action. Mais peut-être que parfois on a l'impression que ce que fait l'UNESCO, ce sont des programmes très larges, très globaux, qui vont un peu dans le ciel. Mais si vous voulez, par exemple, nous terminons une décennie qu'on a appelée la décennie du développement durable. Il y a eu des défaites, il y a eu des échecs, mais il y a aussi des succès. Et les succès sont, par exemple, le fait que maintenant, dans les programmes de formation, nous avons des compétences sur le développement durable, c'est grâce à cette intervention, tout d'abord internationale, mais également, bien sûr, avec les politiques nationales, sur comment améliorer les compétences des jeunes dans le développement durable. Quels sont les liens avec ce que vous apprenez à l'école et quelles sont les méthodes qui permettent d'acquérir des compétences sur le développement durable, ce que nous n'avions pas il y a 10 ans. Donc certains programmes essayent je dirais, même s'ils ont une dimension très large et très internationale, après elles sont traduites en termes de programmes au niveau national. Et les programmes au niveau national sont nécessairement implantés dans les lycées et dans les écoles. Mais il y a ce premier aspect. Il y a un autre aspect, c'est que il y a à peu près 20 ans, la question de l'éducation pour tous se posait d'une manière très aiguë. La question ne se pose pas nécessairement de la même, je dirais, du même niveau de crise en France qu'ailleurs, mais peut-être que vous avez entendu à la télé qu'en France aussi, il y a des jeunes et des moins jeunes qui sont illettrés. Il y a 150 000 jeunes qui quittent l'école avant d'acquérir les compétences, le socle de compétences. Et l'action de l'UNESCO, tant pour la France, mais également au niveau international, c'est comment s'assurer qu'il y a une éducation pour tous, que les jeunes qui sont dans les zones les plus reculées ou ceux qui sont en ville aient accès à l'éducation, mais à une éducation de qualité. Et c'est ça le problème, parce qu'on peut aussi avoir accès à l'école. Mais si l'accès à l'école n'est pas conjugué avec l'accès à la qualité de l'éducation, si vos professeurs, les gestionnaires, les responsables pédagogiques n'ont pas les compétences, ben, votre processus d'apprentissage, il ne sera pas couronné par un succès. Et nous ne souhaitons pas que le taux de déperdition, on parle de la France, mais le problème est beaucoup plus aigu ailleurs, le taux de déperdition de ces jeunes qui n'acquièrent pas les compétences de base, nous souhaitons notre intervention, elle essaie d'agir pour le réduire. Pour terminer, nous arrivons à une date qui est un peu fatidique au niveau international, c'est 2015. Il y a environ une quinzaine d'années, le monde s'est fixé des objectifs, peut-être que vous avez entendu parler du millénaire, des objectifs du millénaire et des objectifs de l'éducation pour tous. Malheureusement, nous n'allons pas atteindre ces objectifs. Certains pays ont réussi, d'autres n'ont pas réussi. Et l'action de l'UNESCO, c'est de faire de telle sorte que les pays qui n'ont pas réussi aillent plus loin, aillent d'une manière beaucoup plus accélérée pour permettre aux jeunes et les plus petits d'accéder à l'école, mais également pour les jeunes comme vous, pour réussir leur parcours et pour réussir l'école, donc acquérir les compétences au moins le socle de compétences dans certains pays. Donc voilà notre intervention. Parfois, elle a l'air d'être très globale, mais elle a beaucoup de répercussions au niveau national et ça se fait également par des outils que nous appelons des outils normatifs, c'est-à-dire que c'est des lois internationales. Par exemple, le droit à l'éducation, nous avons une convention de droit à l'éducation qui agit contre la discrimination. Il faut se mettre dans certains pays, si vous appartenez à une ethnie, si vous êtes femme, si vous êtes d'autres couleurs, ben, vos chances d'accéder à l'école sont très minimes et vos chances de réussir sont très minimes. Et donc, la Convention internationale sur le droit à l'éducation est un acquis pour tout le monde. C'est un engagement de tous les pays pour s'assurer qu'il n'y a pas une discrimination. Voilà certaines formes d'intervention
de l'UNESCO. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que le fait d'avoir une organisation comme la nôtre, ça permet aussi de partager les savoirs. Et les expériences réussies en France peuvent être partagées avec les Argentins ou avec les Thaïlandais ou avec les Chinois. Mais je pense que c'est une question qui nous travaille, en tous les cas nous, dans notre équipe, c'est quel impact on peut avoir, et ce n'est pas toujours aussi facile et aussi, je dirais, simple. Et nous espérons encore réussir. Et monsieur, par rapport à ce que vous avez dit, nous avons un programme que j'ai mentionné très rapidement avec le FIDA, avec le fonds qui est financé par le FIDA. Et ce travail, c'est un travail de recherche qui n'est pas très grand comme programme, mais nous voulons travailler sur la valorisation des métiers agricoles. Et donc, c'est grâce à Brigitte que nous avons pu établir ce contact avec FIDA. Nous apportons nos compétences dans le domaine de l'apprentissage, comme un processus d'apprentissage, je ne parle pas de mode lui-même, et FIDA nous finance pour voir, dans certains pays, où nous avons pris 3 pays, l'Éthiopie, l'Égypte et Cambodge, pour voir comment les jeunes perçoivent les métiers et comment améliorer et valoriser les métiers agricoles. Et donc, nous espérons d'ici la fin de l'année obtenir les premiers résultats, et nous serons ravis tout d'abord de vous inviter à assister au partage des résultats, mais également à voir avec vous comment nous pouvons développer et puis développer peut-être certains outils qui nous aideraient à valoriser. Et juste pour terminer par rapport à ça, nous avons organisé le 3e congrès international sur l'enseignement technique et la formation professionnelle à Shanghai, en Chine, en mai. Et un des axes de travail que nous avons retenu du congrès, c'est le plaidoyer. C'est le plaidoyer pour la formation agricole, pour la formation en général, c'est le plaidoyer pour les métiers. Et c'est un travail que nous ne pouvons pas faire seul. C'est un travail que nous le faisons avec FIDA, nous le faisons avec l'OIT, avec l'Organisation internationale du travail, que nous faisons avec certaines associations ou des réseaux, que nous faisons avec des bailleurs de fonds, comme l'Agence française de développement, comme la Banque mondiale, comme l'Union européenne, etc. Mais c'est un des axes qui sont dans notre programme de travail, et nous voulons aller de l'avant. Et le cas agricole est un secteur qui est intéressant pour nous. Et nous avons ce projet avec FIDA et nous espérons obtenir des résultats. Pardon, juste pour préciser ma question, est-ce que ces programmes peuvent associer des organisations de la société civile ou professionnelles ou éducatives? Il y a nos amis du CNEAP qui sont avec nous, puisque l'enseignement agricole français a la chance d'avoir une diversité d'organisations, à la fois publiques, privées, confessionnelles et plutôt familiales ou professionnelles. Mais je vous repose cette question parce que je pense que sur ces questions-là, nous sommes vraiment des alliés objectifs et un peu interchangeables, puisque notamment par l'alternance, qui est un mode éducatif qui associe la profession, on est tout de suite en prise directe. Je dirais même que les anciens élèves, qui ne se situent pas toujours dans les actions, ou les élèves de l'enseignement agricole dans le monde, pourraient être associés aussi à un certain nombre de programmes et de manifestations. Certainement. Dans le programme que nous mettons en place, nous avons des acteurs similaires dans les pays. D'accord. Mais pour la France, moi je souhaiterais si on a l'occasion de se rencontrer et de parler peut-être sur certains programmes. Mais dans les 3 pays, nous avons créé, je dirais, des comités de pilotage où il y a des acteurs comme vous qui sont impliqués dans la recherche que nous avons appelée une recherche-action. C'est-à-dire que c'est un travail qui se fait avec les acteurs, avec une approche participative, avec les jeunes, les formateurs, mais également les communautés. Luc, tu voulais rajouter? Oui, je voulais faire deux petites remarques complémentaires. La première concernant le lien entre les différentes organisations des Nations Unies, l'UNESCO, l'Organisation mondiale de la santé, la FAO. Quand on regarde ça de l'extérieur, on aurait tendance à penser que ce sont des structures complètement séparées et qui n'ont pas de lien les uns avec les autres, les unes avec les autres. Et moi, dans ma présidence, j'ai œuvré pour qu'il y ait le maximum de liens, parce que quand vous avez parlé d'éducation, c'est la première marche pour sortir de la pauvreté, donc d'éradiquer la faim. Quand nous formons, dans le cadre de l'éducation ou de la formation des femmes
qui deviennent plus indépendantes pour pouvoir élever leurs enfants, on lutte aussi contre la faim dans le monde. Donc il y a un travail permanent sur lequel je pense que ce n'est pas suffisamment dit à l'extérieur, de ce travail complémentaire parfois entre les administrations, mais simplement par l'action qui est menée. Puis la deuxième remarque, c'est par rapport aussi aux différents partenariats avec les différents partenaires. Moi, je suis de ceux qui ne pensent pas qu'une société équilibrée puisse vivre sans société civile. Il y en a qui pensent le contraire. Le tout politique, c'est la catastrophe pour demain. Il faut avoir des corps politiques et des corps sociaux qui discutent, s'affrontent, se complémentarisent, et je crois que ça, c'est indispensable. Et donc, dans ce cadre-là, nous sortons juste à la FAO d'une discussion dans le cadre du Conseil pour les conventions à passer en partenariat avec la société civile et les entreprises privées. Et que le travail complémentaire qui va être fait dans les années, dans les mois qui viennent, sera autour de la formation, les établissements de formation, la recherche et tout ce qui est sur le terrain. Parce qu'il y a ceux, comme tu l'as indiqué, pour la France, pour le partenariat dans ces pays. Mais il y a dans ces pays-là, parce que ce sont quand même dans ces pays-là que la force de la société civile, la force du villageois d'hier, structuré aujourd'hui en respectant les règles de base, fait qu'il y a une prise de conscience et une évolution. Et moi, je pense que c'est un des éléments sur lequel les Nations Unies, globalement, ne doivent pas réfléchir, parce qu'ils ont commencé à réfléchir, mais doivent passer la vitesse supérieure en respectant, bien sûr, le rôle politique des États, puisque ce sont eux qui sont les souverains, mais en associant sous des formes réglementées, bien organisées, mais c'est indispensable pour gagner du terrain. Et puis, dernière chose, je ne sais plus à quel moment a été posée la question tout à l'heure, c'était sur les objectifs du millénaire en ce qui concerne l'éducation. Vous disiez qu'on aurait du mal à y arriver. Pour la faim, pour l'éradication de la faim, c'est la même chose. Si c'est en valeur absolue, nous n'y arriverons pas. Si c'est en valeur relative, nous y arrivons, puisque nous étions avec 23% ou 24% de gens qui mouraient de faim en l'an 2000 et nous serons peut-être à 13%. Il n'en reste pas moins que le chiffre est toujours le même. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue pour ne pas condamner tout le travail qui est fait par les organisations internationales, condamner ou plutôt considérer qu'ils ne vont pas assez vite, c'est que dans ces périodes-là, nous passons de 5 milliards à 7 milliards, de 7 milliards à 9 milliards, et que la plus grande population, elle n'est pas arrivée dans les pays qui avaient les moyens. Et que donc, c'est un frein pour pouvoir s'en sortir. Et je voulais simplement partager aussi avec vous une réflexion qui m'est faite aussi dans les conférences. Certains qui disent comme ça, pour régler tout ce problème, il n'y a qu'à réguler la natalité, réguler le nombre de gens. Moi, je leur dis à ceux qui me posent cette question, par qui on commence? On commence par vous. Mais la réponse n'est pas ça. C'est par l'éducation et la formation qu'on sortira le plus rapidement possible les gens de la pauvreté et de la faim. Et donc, c'est pourquoi la complémentarité est essentielle si l'on veut pouvoir aboutir.